Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est demain que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée comme d'habitude qui sera célébrée ici au Mali. C'est le moment par excellence de faire l'état des lieux. Alors, quelle est à ce jour l'ampleur de la maladie ici au Mali? Comment se fait la prise en charge des malades? Qu'en est-il de la transmission mère-enfant? Y a-t-il assez de centres de dépistage à travers le pays? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles vont répondre nos invités qui sont le docteur Dantouma Koïta. Il est donc au secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Nous avons également le docteur Mokhtar Diallo. Le docteur Mokhtar Diallo est spécialiste du sida. Il est membre de la coalition du secteur privé dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Nous aurons en ligne Abdoul Maïga, lui, il est le président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida à Tombouctou. Et comme quatrième participant, nous aurons donc à partir de Sikasso le docteur Younoussa Sidibé. Il est le directeur exécutif de l'association Kenedougou Solidarité. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Studio Tamani. Alors, cette émission vous est donc présentée par Seydou Fomba. Je vous le disais, le sida, c'est le sujet du jour. Alors, première question, quelle est l'ampleur de l'épidémie, l'ampleur donc du sida ici au Mali? Je pose la question en premier lieu au docteur Dantouma Koïta, qui est donc au secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Merci à vous de nous permettre aujourd'hui de nous exprimer à la population malienne sur ce fléau. Merci à Dr Mokhtar Diallo qui est un grand frère à moi. L'ampleur du VIH-Sida au Mali. Je dirais dans un premier temps que nous avons une nette amélioration de la situation malgré les crises qu'on a vécues de 2010 à aujourd'hui. Quand je parle de crise, je parle des problèmes de fonds liés justement au financement des activités de la lutte contre le sida. C'était avec le Fonds mondial, c'est cela? Principalement. Et après, il y a eu des crises politiques. Donc, le Mali a vécu ces quatre dernières années assez des crises qui ont beaucoup joué sur les résultats escomptés. En 2001, on était à 1,7% de séroprévalence du VIH. En 2006, on était à 1,3%. Donc déjà, le Mali a fait une avancée très notoire de 2001 à 2006. Et en 2012, on était à 1,1%. On pouvait faire plus. Mais malgré la crise, comme je l'ai dit, on a vécu une crise qui a beaucoup joué sur les impacts sur les résultats escomptés. Alors, docteur Mokhtar Diallo, vous êtes spécialiste du sida. Je le disais, vous êtes membre de la coalition du secteur privé dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. À présent, votre appréciation de la situation qui prévaut? Mais le constat qu'on peut faire, c'est que nous avons aujourd'hui une situation qui est un peu, on dirait, à la traîne en matière de réponse. C'est ce qui nous concerne essentiellement, parce que comme Dantouma a eu à le dire, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis au Mali et malheureusement il y a eu un cran d'arrêt. Et ce cran d'arrêt a provoqué surtout une crise de confiance et une démobilisation des partenaires et des acteurs au niveau local dans leur engagement aux côtés du gouvernement malien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser essentiellement, c'est qu'en est-il exactement au niveau des communautés, au niveau des villages, l'état réel de l'épidémie de VIH-Sida au Mali. Parce que une chose est certes la situation de crise socio-politique, mais aussi il y a cette situation de crise sécuritaire qui fait que beaucoup de localités aujourd'hui au Mali ne sont pas accessibles ni en termes de prévention ni en termes de traitement. Donc ça, c'est une situation qu'il va falloir évaluer à un moment donné
pour savoir exactement de quoi il en ressort. Alors, nous allons joindre à présent Abdoulou Maïga. Il est donc à Tombouctou. C'est le président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors, le VIH-Sida à Tombouctou, quelle est l'association, M. Maïga? Je dis bonsoir à tous vos invités à Radio Tamani. La situation au niveau de Tombouctou, je peux dire que vraiment c'est très inquiétant. La situation des personnes avec le VIH-Sida au niveau de Tombouctou est très très inquiétant. Alors, vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. Allez-y. Oui, non, je disais que la situation des personnes avec le VIH-Sida au niveau de Tombouctou est très très inquiétante. Allez-y, oui, continuez. Oui. La situation est inquiétante. On vous écoute, oui. Je dis que c'est très inquiétant parce que, bon, vous savez que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, à ce qui concerne Tombouctou, il n'y a jamais eu de fonds concernant vraiment la mobilisation des ressources pour les VIH au niveau de la région. Donc c'est ça qui fait que la situation est vraiment très inquiétante actuellement où nous sommes, compte tenu vraiment de la crise aussi qui a aussi contribué à la chose. Donc vous avez un problème de fonds, en plus il y a les conséquences de la crise. Surtout vraiment le manque de moyens qui contribue vraiment surtout à la propagation du VIH-Sida. Parce que vous savez que d'abord, pour lutter contre le VIH, il faut commencer d'abord par la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est que ceux qui sont là depuis le moment de crise, par exemple, le docteur Maïga dit qu'il était là pendant toute la crise, il était là. Il a lutté de sa manière par ses propres moyens. Il a tout fait pour ne pas que les malades manquent des ARV. Mais avec tout ça là, après la crise jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien comme ça pour pouvoir continuer les sensibilisations. Nous, à notre niveau ici, nous faisons tout ce que nous pourrons à partir des radios locales. Mais ça là ne suffisait pas parce que vraiment, les gens ont besoin d'être informés concernant cette maladie. Alors, voilà. Direction Sikasso à présent, où se trouve le docteur Younoussa Sidibé. Il est le directeur exécutif de l'association Kenedougou Solidarité. Docteur Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'entendre tout de suite Abdoul Maïga parler de la situation à Tombouctou par rapport au VIH-Sida et à Sikasso. Qu'est-ce qui se passe? Comment se présente la situation? Okay, merci, je vous remercie et je salue également tous les auditeurs de Studio Tamani. C'est un plaisir pour moi de passer à ce débat. Pour en quelques mots dire la situation au niveau de la région de Sikasso, je dirais que par rapport déjà au propos du docteur Diallo, effectivement nous avons connu globalement au niveau national une baisse de la prévalence. Également, il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont accès au traitement. Donc, Sikasso n'est pas resté en marge. Nous sommes vraiment sur la décentralisation. Il y a des sites de prise en charge qui sont créés. Et également, il y a des sites pour la prévention de la transmission mère-enfant qui sont en activité. Mais ce qu'il faut quand même signaler, par rapport à ces avancées, il y a quand même des points d'ombre. Quand on regarde, on fait une comparaison entre l'EDS 4 et EDS 5, nous constatons que dans la région de Sikasso, il y a une augmentation. En 2006, nous étions à 0,7%. Et en 2012, on est retourné à 0,8%. Donc, il constitue quand même une inquiétude pour nous. Cela se comprend davantage parce qu'au niveau du nord, il y a l'insécurité, mais au sud également, la ruée vers l'or pose un problème majeur. Et il y a moins d'activités menées vraiment à l'intérieur de ces populations qui sont suffisamment exposées au VIH. Je pense que la crise financière aussi a conduit à l'arrêt de certains financements, tels que le financement MAP, qui vraiment aidait par rapport à la mise en place des CCDV, où il y avait des activités d'animation qui permettent à atteindre le maximum de populations. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, ces sites sont vraiment fermés. C'est des sites intégrés au niveau des centres de santé, mais qui ont des limites par rapport à avoir accès à toute la population que le faisait le monde communautaire.
Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à la situation dans la région de Sikasso. Docteur Sylvie, vous gardez donc l'écoute et retour dans ce studio. Alors, nous l'avons écouté ensemble, Malik Sen, le patron du Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui parlait de 100 000 séropositifs. Alors, docteur Dantouma Koïta, c'est quand même un chiffre assez élevé. Bien sûr, c'est un chiffre assez élevé vu la population générale du Mali qui, selon nos estimations, va dans les 17 millions d'habitants. Donc c'est très inquiétant quand on est à 100 000 personnes séropositives. Et parmi ces 100 000 personnes, je tiens à souligner que déjà il y a 31 472 qui sont à la phase prise ARV, prise en charge. Ça veut dire que leur taux de CD4 est assez bas, donc on les met sous traitement. Maintenant, notre inquiétude, c'est 16 900 000 Maliens qui sont là, qui ne sont pas encore infectés. C'est le grand souci du jour. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes en train d'intensifier la sensibilisation, mais surtout le dépistage. Le dépistage, parce que l'objectif recherché d'ici 2030, comme vous avez déjà entendu, c'est l'élimination du VIH. Et pour l'élimination, nous devrons accentuer nos efforts sur le dépistage du VIH et bien sûr sensibiliser la population pour les conduites à tenir face au VIH. Docteur Mokhtar Diallo. Oui, absolument. Si je veux rebondir essentiellement sur ce que Sidibé venait de dire, parce que nous avons eu à intervenir en son temps au niveau des zones minières. Donc là, il faut dire que la coalition du secteur privé était une volonté d'asseoir la multisectorialité dans la lutte contre le sida. Et il y avait le secteur public, le secteur privé, la société civile qui étaient tous mobilisés pour pouvoir apporter leur contribution à la réponse nationale. Donc dans cette optique, il y a eu la coalition du secteur privé dans la lutte contre le sida au Mali. Et cette coalition a mobilisé les entreprises minières à développer des actions. Alors tant que possible, dans certaines localités, les actions des entreprises minières arrivaient à couvrir ces zones d'orpaillage, ces sites d'orpaillage qui étaient proximales du site minier. Mais malheureusement, il y en a plein d'autres qui ne sont pas accessibles à cela. En février 2015, nous avons eu une visite de terrain dans certaines zones minières. Et je peux vous dire que le désastre est tant socio-sanitaire, environnemental qu'écologique, mais c'est très très inquiétant au niveau sanitaire. Vous avez des localités où il n'y a même pas d'eau potable. Et vous avez des centaines de milliers d'individus qui gravitent autour de ces zones. Et malheureusement, nous avons un autre phénomène qu'on a constaté dans cette zone, c'est l'infanticide, car les professionnels de sexe à ce niveau se retrouvent parfois enceintes. Donc ça veut dire qu'ils n'utilisent pas du fait de l'appât du gain des préservatifs et procèdent ensuite à cet infanticide après accouchement. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut peut-être voir, toutes les conséquences liées à la lutte contre le sida, certainement revisiter la politique nationale de lutte contre le sida, davantage d'actions gouvernementales dans ce sens et plus d'engagement politique dans ce sens pour amener vraiment une réponse beaucoup plus efficace en prévention de ce que nous pourrions avoir comme changement, parce que la lutte contre le sida est très dynamique. Donc il faudra que nous soyons aussi très très dynamiques et que nous puissions aller plus vite que le VIH. Alors, nous allons rejoindre Abdoul Maïga qui est donc à Tombouctou. Je rappelle qu'il est le président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Monsieur Maïga, vous l'avez entendu, à l'échelle nationale, 100 000 personnes séropositives chez vous là-bas à Tombouctou. Est-ce qu'on a une idée chiffre, le nombre de personnes séropositives? Ok, ici à Tombouctou, moi je parle simplement de ce que j'ai vu en tant que conseiller social. À notre niveau ici, il y a plus de 100 cas. Depuis la crise, quand maintenant, il y a plus de 100 cas au niveau du centre de santé. Ça, c'est les personnes séropositives, oui? Je parle des personnes qui sont sur ARV. Ah, là, c'est autre chose. Je parle des personnes qui sont sur ARV. Allô? Alors, on vous écoute, on vous entend, monsieur Maïga. Allez-y. Voilà. Donc, je parlais des personnes qui sont sur ARV et de la crise. Maintenant, nous sommes plus de 100 personnes. Ça, c'est en tant que conseil social. Ceux-là qui ne prennent pas les ARV au niveau du Tombouctou, parce qu'il y en a. Ceux-là aussi,
qui sont là, qu'on savent bien, qui ont aussi la maladie, qui ne viennent pas vers les hôpitaux qui sont là. Donc vraiment, avec la crise que vous connaissez au niveau de notre région, une localité qui est en guerre. Il y a les boîtes de nuit qui sont là, il y a plein de choses qui se passent en ville, les populations sont pauvres. C'est nous ici, même le manque de moyens, même les préservatifs, nous n'en avons pas ici. Même en cas de sensibilisation, nous n'avons pas de préservatifs faute de moyens. Donc tout ça là contribue vraiment à la propagation de la maladie au niveau de notre région. Il n'y a absolument rien concernant vraiment ce qui concerne la sensibilisation. Vous savez que c'est à partir de la sensibilisation que les gens puissent vraiment aller vers le dépistage. Et sans dépistage, nous ne pouvons pas vraiment détecter vraiment les personnes vraiment qui sont susceptibles d'avoir cette maladie. Donc vraiment, nous, à cet égard, vraiment la situation est très très inquiétante et ça continue à être vraiment très inquiétant encore. Alors, nous allons donc observer une courte pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le VIH-Sida, c'est donc le sujet du jour. C'est parce que demain, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous avons donc saisi l'occasion pour essayer de dresser l'état des lieux. Alors, nous étions donc aux chiffres, je le rappelle, 100 000 personnes séropositives au niveau national. Docteur Younoussa Sidibé, vous êtes le directeur exécutif de l'association, disons, Kénédougou Solidarité à Sikasso. Pouvez-vous nous donner un chiffre par rapport à la situation à Sikasso? Oui, par rapport à la situation des personnes infectées par le VIH au niveau de la région de Sikasso, c'est qu'on peut dire à la fin du mois de septembre, donc 2015, nous enregistrons au niveau de la région 7789 personnes infectées par le VIH, adultes et enfants confondus. Par rapport à ces lots, il y avait 4516 sous ARV. Maintenant, ces chiffres, quand même, cachent beaucoup de choses. Notre ami de Tombouctou le disait, parce que ça, c'est des personnes qui sont dépistées et qui sont suivies. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au dépistage. Si on partait réellement, faisant une croisade par rapport au VIH, aller vers les populations, diversifier les canaux par rapport au dépistage, je pense que ce nombre, on va le dépasser. L'idéal, c'est d'atteindre toutes les personnes séropositives et de pouvoir vraiment les suivre. C'est ça l'important, parce que ça va nous permettre réellement de briser la chaîne de transmission et alors vraiment de renverser la tendance de l'épidémie. Docteur Dantouma Koïta, vous nous avez donné le nombre de personnes séropositives. À présent, à l'échelle nationale, combien y a-t-il de malades, c'est-à-dire les personnes chez lesquelles la maladie s'est déclarée? Vous voulez parler des séropositifs? Non, bon, il y a ceux qui sont séropositifs, mais il y a ceux qui ont sont à une autre phase. À la phase voilà. maladie, justement. Exactement. Je parlais de ces 31 472 personnes qui sont sous ARV. En fait, eux, ils sont à la phase maladie. Donc, ça, c'est parmi les 100 000 personnes séropositives. Oui, c'est ça pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de prendre certaines mesures pour que ceux qui sont là et qui n'ont pas encore atteint cette phase ne l'atteignent jamais? Bien sûr. Nous sommes sur différents projets. Il y a de cela quelques années, comme je le disais, malgré la crise, il y a eu certaines difficultés, mais on continue à sensibiliser, on continue à travers beaucoup d'associations et ONG et œuvrant un peu partout au Mali. Et bien sûr, il y a la crise au nord. Donc il y a une certaine difficulté pour les ONG et associations de pouvoir faire un travail réel sur le terrain. Mais nous avons espoir aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir qu'en 2016, on ira au nord parce que là, il y a assez d'espoir. Il y a pratiquement la paix au Mali, donc ça nous donne assez d'espoir pour continuer ce que nous avons commencé depuis. Et en fait, cette année, nous avons une nouvelle initiative, c'est d'amener des véhicules de sensibilisation et de dépistage. Et normalement, on devrait tenir notre session il y a juste quelques jours. Malheureusement, avec les événements de Luther Radisson, on n'en a pas pu. Mais lors de cette session qui est prévue pour bientôt, il y aura le lancement de ces véhicules. Et chaque région, on a une première phase. La première phase, c'est quelques régions pilotes
et dans lesquels deux véhicules sont prévus, mais essentiellement nous allons nous axer sur les zones d'orpaillage. Les zones d'orpaillage pour le moment, en attendant la stabilisation au nord, afin d'envoyer d'autres véhicules. Maintenant, chaque région doit avoir un véhicule de sensibilisation à travers le cinéma ambulant et un deuxième véhicule pour le dépistage du VIH. Donc, ça nous permettra, en plus des ONG et associations qui sont déjà sur le terrain, de nous amener quand même à sensibiliser le maximum de Maliens et de faire dépister le maximum de personnes, afin que le sida ne puisse pas atteindre ce nombre restant. C'est ça. Docteur Mokhtar Diallo, comme on le voit, la situation n'est pas aussi simple que cela. Il faut donc trouver de nouvelles initiatives. Absolument. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est quelque part, c'est quand même au niveau stratégique, c'est l'intégration. Au sein de l'organisme pour lequel je travaille actuellement, Intra-Health International, nous avons un projet qui vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile dans le repositionnement de la planification familiale. Nous savons tous qu'il y a une trentaine d'années, c'est partant de la santé de la reproduction qu'on a entamé les premières actions de lutte contre le sida par la promotion du port du préservatif. Donc, il reste le moyen à triple protection contre les grossesses non désirées, contre les infections sexuellement transmissibles et contre le VIH-Sida. Mais alors aujourd'hui, il s'agit de repenser un peu cela. Chaque fois qu'on a une action qui se présente, c'est d'en profiter pour ramener le débat. Depuis 2010, on parle de planification familiale VIH-Sida. Je pense qu'il faut développer énormément ce créneau. Il y a aussi un élément important. Aujourd'hui, on parle à tous les niveaux de dividendes démographiques. Comment capturer cela ? Le BIT, le Bureau international du travail, à partir de 2010, a identifié la lutte contre le sida comme pouvant contribuer à l'édification d'un socle de protection sociale. Et on sait très bien aujourd'hui que l'un des socles de développement de la capture du dividende démographique, c'est la planification familiale. Donc, c'est deux questions de santé qui sont liées. Il appartient à nos politiques d'intégrer cela. Et s'il y a des actions de sensibilisation, de paludisme quelque part, qu'on en profite pour intégrer les questions de sida et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut parvenir à mutualiser les ressources et c'est ce qui fait l'objet des coalitions, dont celle du secteur privé, qui a eu à mener d'énormes actions au Mali. On a vu des entreprises privées qui ont développé beaucoup d'actions de prévention et ces programmes ont même été exportés en dehors du Mali. Donc c'est une expertise qui est là, mais je pense qu'il faut prôner l'intégration et davantage mobiliser les ressources au niveau national. Je pense que Dantouma va glisser bientôt sur le Front national de lutte contre le sida qui nous tient à cœur parce que nous avons quand même été les premiers à mobiliser le secteur privé qui ont été les premiers contributeurs pour la mise en place de ce fonds. Alors, on aura l'occasion de parler de ce fonds. Mais pour l'instant, nous partons à Tombouctou. Abdoul Maïga, alors, vous avez dit qu'il y a assez de problèmes là-bas. Dites-nous alors, la prise en charge des malades, est-ce que c'est compliqué là-bas? Est-ce qu'il y a souvent des cas de rupture de stock? Ah oui, c'est ça. Il y en a des cas de rupture de stock, mais ce n'est pas le plus grand facteur, c'est surtout le manque de moyens des malades. Parce que même les stocks qui sont là, les malades ne parviennent pas à rejoindre ceux qui sont dans les villages et dans les cercles, n'arrivent pas à rejoindre la ville de Tombouctou pour venir prendre leurs arrivées régulièrement. Faute de manque de transport, faute de moyens. Donc il n'y a pas possibilité de leur faire parvenir ces médicaments, non? De les faire parvenir sur les médicaments là-bas? Oui. Oui. Vous savez que la situation actuellement sécuritaire dans notre région est très difficile. Ce n'est pas facile de pouvoir toujours régulièrement envoyer les arrivées sur les sites, c'est très difficile. Tu vois, non? Les agences sur les lieux font ce qu'ils peuvent, mais vraiment, tout cela n'empêche qu'il peut y avoir des ruptures de temps en temps. Et ça, là, ça joue vraiment sur les malades. Quelqu'un qui est un malade, un médicament qui comprend à vie. Si la personne a fait même une rupture d'une semaine ou bien 2 semaines, regarde comment ça peut jouer sur la santé de la personne. Donc vraiment, à partir de ça, il y en a aussi ceux-là qui sont même à Tombouctou.
ici à Tombouctou même, qui sont vraiment tellement, ils viennent en retard. C'est-à-dire les gens restent dans leur maison, ils viennent vraiment déjà à la phase terminale qu'ils arrivent à l'hôpital. Et tout ça là, c'est le résultat de manque vraiment de sensibilisation qui a amené les gens au dépistage. Alors, direction Sikasso, le docteur Younoussa Sidibé est en ligne. Monsieur Sidibé, la prise en charge des malades à Sikasso, ça se passe un peu plus facilement, non? Bon, comparativement à Tombouctou, on peut dire que ça se passe plus facilement, mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. C'est vrai, nous avons accès aux ARV, même s'il y a rupture de certains médicaments, on peut avoir des possibilités de réchanger en fonction du stock disponible. Donc les patients ne sont pas du tout sans traitement. Ça c'est important grâce à la collaboration entre les différents sites de prise en charge et également la centrale de la PPM au niveau de Sikasso. Ceci étant, en dehors des médicaments ARV, il y a également des difficultés par rapport à l'accès, par rapport aux médicaments contre les infections opportunistes. C'est vrai, quand les gens sont mis sous traitement et que le traitement marche, il doit y avoir moins d'infections opportunistes. Mais il se trouve que actuellement les patients continuent à venir tardivement. Ça également, c'est aussi un côté un peu négatif, d'où l'intégration de la sensibilisation pour aller vers les populations, les faire venir à temps pour la prise en charge. Donc nous avons quand même des difficultés d'accès aux IO. C'est vrai, nous, en tant qu'association communautaire, nous mobilisons quelques ressources souvent, mais il se trouve que notre site n'est qu'une petite partie, une petite partie de la file active de la région de Sikasso. L'accès aux médicaments IO est un problème majeur au niveau de la région. Ce qu'il faut également signaler, c'est le bilan biologique, parce que les personnes, avant de les mettre sous traitement, il faut des bilans. L'un de ces bilans, c'est le contact des CD4 qui permet de voir le niveau d'immunité de la personne. Donc, on le met sous traitement et également on fait un suivi. Donc, il se trouve qu'au niveau de la région, pratiquement, il n'y a qu'un seul appareil qui fonctionne par rapport au contact des CD4. Le seul appareil qui est en activité est au niveau de Koutiala. Donc, tous les autres districts sanitaires sont sans contact CD4 parce que tantôt c'est en panne parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. On a eu des difficultés par rapport à la maintenance. Il n'a pas été pris en charge dans le cadre du financement du Fonds mondial. Et donc, les sites qui disposent de ces équipements-là n'ont pas de personnel compétent localement pour assurer la maintenance. Et il faut une équipe de maintenance qui vient de Bamako, nécessitant quand même une prise en charge. Donc, à ce niveau, il y a des difficultés. Là aussi, il faut signaler la question du réactif. Si les appareils sont en bon état, il y a souvent les réactifs également qui sont en rupture. Donc, quand nous prenons également l'objectif de 83-90, où on signale quand on dépiste 90% des personnes, il faut également mettre 90% sous ARV. Mais l'aspect important, c'est que 90% des personnes sous ARV doivent avoir une charge virale indétectable. Maintenant, pour savoir que la charge est détectable, il faudrait réaliser la technique de la charge virale. Au niveau de la région, nous avons un seul appareil. Et actuellement même, on a des soucis par rapport aux réactifs pour pouvoir assurer la fonction de cet appareil-là. Cet appareil est basé à Sikasso, mais les districts sanitaires éprouvent des difficultés à même assurer l'acheminement des différentes échantillons, donc des districts sanitaires vers Sikasso. Donc ça, quand même, c'est un point important. La qualité de la prise en charge, je pense que le bilan de suivi sur la charge virale est un aspect important qu'il faut également apprécier. Et nous avons vraiment besoin aussi que ce fonds-là, qui est signalé par les membres de la cellule du Haut Conseil, notamment du cadre d'Antouma et de Pierre Diallo, pour quand même nous aider certainement à ce que notre niveau national même puisse vraiment s'en occuper de la maintenance des appareils et aussi appuyer en cas de besoin par rapport aux outils de réactifs. Studio Tamani, 18h45 dans moins d'une minute, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le sida, VIH-Sida, c'est de lui que nous parlons. Nous venons d'entendre successivement Abdoul Maïga, président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida à Tombouctou, et le docteur Younoussa Sidibé, qui est donc le directeur exécutif de l'association Kenedougou Solidarité, c'est à Sikasso. Alors, docteur Dantouma Koïta, les problèmes évoqués ici sont des problèmes assez sérieux quand même. En fait, très sérieux, parce que là, à Tombouctou, on vient d'entendre une
question de rupture d'ARV. Et les conséquences sont là. Ce n'est pas seulement l'état physique du patient, mais c'est tout le Mali qui le sent. C'est tout le Mali, quand je dis tout le Mali, parce que quand un patient qui est sur la première ligne thérapeutique et qu'il y a rupture, le patient va en deuxième ligne. Et quand il est en deuxième ligne, qu'il y a rupture, il va en troisième ligne thérapeutique. Donc, même l'année dernière, on a eu à parler ici des différents coûts par ligne thérapeutique. Ça amène à ce que le pays dépense plus. Le patient souffre, c'est vrai, et le patient, ça peut même le conduire à la mort. Donc, c'est une perte énorme pour la nation. C'est une perte en vie humaine ainsi qu'une perte très financière qui peut avoir un grand impact sur le pays. Et c'est toujours la question sécuritaire au nord qui amène ça. Et comme j'ai eu à le souligner, nous avons assez d'espoir aujourd'hui que le Mali va vers une paix définitive et que réellement en 2016, on puisse corriger tous ces problèmes qu'on a constatés depuis 2012, le début de la crise jusqu'aujourd'hui. C'est que la population du Nord, ils doivent savoir qu'on est avec eux et que leur souci est pris en compte. Est pris en compte par le leadership national. Et ils sont pas oubliés. Et il y a même les différents CR des différentes régions qui étaient là pour la session, malheureusement reportée. Ils ont amené ces problèmes-là. Ils les ont exposés aux autorités. Et je tiens à souligner qu'aujourd'hui, nous avons vraiment des autorités très, très compétentes qui se soucient de ce problème de VIH. Et déjà, c'est un grand pas. À Sikasso, il parlait bien sûr des problèmes avec les appareils. La maintenance, quand on a pour toute une région un seul appareil qui peut faire la charge virale, je dirais qu'on a beaucoup de chemin à faire. Mais on avait discuté de ça l'année dernière ici avec Dr Moustapha Maïga, qui est à l'hôpital Gabriel Touré. Le gouvernement a pris assez d'engagement lors de la session 2014 pour le renforcement en équipement au niveau des laboratoires, que ce soit les hôpitaux nationaux ainsi que les hôpitaux régionaux. Et au-delà de ça, donc il y a des mesures qui sont prises aussi pour le renforcement de la maintenance préventive et curative. Nous avons aussi le renforcement des plateaux techniques des sites de prise en charge, et le recrutement des ressources humaines qualifiées, ainsi que la formation des agents qui sont déjà sur place et les agents qui doivent être recrutés dans ce sens. Donc, c'est un ensemble de questions qui est prise en compte et les solutions ne tarderont pas à venir, Inch'Allah. Docteur Mokhtar Diallo. Mais comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. La lutte contre le sida coûte très très cher. Et nous avions pu démontrer cela en 2006 à Toronto, que dans des pays à faible économie ou à économie intermédiaire, il faut vraiment beaucoup d'investissements dans ce sens pour accompagner les gouvernements dans la lutte contre le sida. Et je crois que une année après, le niveau d'organisation, disons la même année d'ailleurs, le niveau d'organisation de la lutte contre le sida au Mali, sa multisectorialité, l'efficience de la contribution du secteur privé, a permis de convaincre le Fonds mondial d'ouvrir ses financements au secteur privé au niveau mondial. Donc c'est pour vous dire à tel point, entre autres, nous étions arrivés à un certain niveau d'organisation, mais ces problèmes sont réels et il appartient aussi aux citoyens de s'approprier de cette lutte et d'en faire sienne. Parce qu'il est important aujourd'hui de comprendre que demain, le pays aura besoin de mobiliser en interne ses propres ressources. M. Sen aime à citer le professeur Zerbo. Il disait, quand vous êtes couché sur la natte de quelqu'un, c'est comme si vous êtes couché par terre, parce que le jour où il aura besoin de sa natte, vous vous retrouverez par terre. Donc il faut déjà en interne qu'on puisse mobiliser cela. Et ce n'est pas la volonté qui manque. Et je prends à témoignage la Chambre de commerce et d'industrie au niveau régional à Ségou, où les commerçants détaillants nous avaient dit chacun d'entre nous est à mesure de donner au moins 100 francs par jour pour la cause de la lutte contre le sida. Et ces 100 francs par jour, il s'agit de plus de 1000 personnes. Donc imaginez par jour, sur les 365 jours de l'année, combien, si on parvenait à mobiliser vraiment l'œuvre de solidarité nationale, ce que l'on pourrait déjà mobiliser en dehors des contributions structurelles. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes
il faut s'attendre encore à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes. Et je vais rebondir sur le niveau sécuritaire. Ce n'est pas le nord seulement, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Car le conseil et l'appui technique que la coalition apporte aux entreprises permet aujourd'hui de comprendre que beaucoup aujourd'hui sont réticents même à promouvoir des regroupements de masse pour des questions sécuritaires. Donc vous imaginez que même des élans de sensibilisation prennent un gros coup pour des actes d'insécurité, même au niveau de la capitale et en dehors. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Abdoulo Maïga qui est donc à Tombouctou. Alors, il y a ce qu'on appelle la transmission mère-enfant. Vous avez certainement entendu parler des cas de ce genre à Tombouctou. Il y en a beaucoup. Bon, ce cas, c'est surtout vraiment, je peux dire ce cas, c'est surtout les docteurs qui sont en charge de ce cas, c'est eux qui maîtrisent vraiment ce domaine. La transmission mère-enfant, c'est vraiment c'est juste, je peux dire que c'est plus vite avant qu'il y a eu un cas au niveau de notre structure, mais vraiment, ce sont des cas qui sont beaucoup améliorés maintenant, vraiment au niveau de Tombouctou. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à la lutte contre vraiment le VIH-Sida, vous savez qu'il nous faut vraiment une réponse vraiment locale concernant cette situation, une réponse vraiment locale. Parce que, regardez par exemple, en cas d'une sensibilisation, celui qui se trouve à Tombouctou, qui est connu de tout le monde, qui va se lever, commencer à faire la sensibilisation dans la localité, et tout le monde connaît cette personne. Ils vont très bien, ils vont vite croire à la chose. Donc le message... Pour dire que bon, allô? Le message passe mieux quand c'est quelqu'un qui est de la... que vous voulez dire? C'est ce que je voulais dire. J'ai dit quelqu'un qui est connu par tout le monde, par exemple au niveau de Tombouctou. Quand cette personne commence à faire la sensibilisation, cette personne qui est capable de donner la preuve de la maladie, l'existence de la maladie, vous savez que ça va vraiment jouer, ça va vraiment augmenter vraiment l'effort des personnes pour venir à faire le dépistage. Quand vous regardez par exemple chez nous à Tombouctou, notre premier interlocuteur concernant la lutte contre le VIH-Sida, c'est le Haut Conseil de lutte contre le VIH-Sida. Et le Haut Conseil, nous, on ne voit même pas. Le Haut Conseil n'existe que de nous à Tombouctou ici. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, il faut regarder. Mon ami de Sigasa a parlé ils ont au moins quelques matériels pour la prise en charge de capitaux, je ne sais pas, il parlait de 4 villages. Nous, à notre région, on n'a rien. Au niveau de l'hôpital, il y a un appareil qui fait le du cap. Mais ça, là, aujourd'hui, ça marche, demain, ça tombe en panne. Concernant la fête rurale, il n'y en a même pas. Ah, monsieur Maïga, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, oui. Beaucoup de problèmes à Tombouctou. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a même les personnels de santé qui sont insuffisants. Par exemple, voilà le mois de décembre qui va commencer. Nous n'avons aucun moyen à notre niveau pour faire cette sensibilisation autour de ce mois de décembre. Hein? Vous voyez, il y a vraiment tellement de problèmes. Bon, et puis aussi, la lutte ne s'arrête pas seulement aux médicaments. Nous disons merci vraiment au gouvernement qui fait tout pour mettre des milliards dans ces armées pour que vraiment les personnes continuent à vivre. Vraiment, nous le disons merci. Monsieur Maïga, je crois que votre message est compris. Il nous reste très peu de temps. Nous allons donc passer à un dernier aspect, c'est le côté financement. Les autorités maliennes parlaient à un moment donné de la création d'un fonds national pour éviter certaines situations désagréables. Est-il déjà en place ce fonds, monsieur docteur Dantouma Kouiza? Le fonds n'est pas encore sur place, mais ça ne saurait tarder. Inch'Allah. Et déjà, il y a des mesures qui ont été prises par les ministères concernés, par tous les acteurs concernés. Et je pouvais donner plus de détails si on avait fait notre session annuelle, parce que là, c'est un compte rendu annuel au chef de l'État et des mesures sont prises. Et là, nous savons ce que nous savons aujourd'hui, c'est que toutes les mesures sont prises. On peut donc se rassurer que les choses sont en très bonne voie. C'est en très bonne voie parce que nous avons ce leadership-là que je souligne. Quand le chef d'État est engagé, donc forcément, ça va. Donc, on ne se fait pas de soucis. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de mesures. Toutes les mesures sont prises pour ça. Nous attendons quelques détails seulement. Et docteur Mokhtar Diallo, un fonds national du Mali en a fortement besoin. Absolument. Je crois que
Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour comprendre qu'il faut avoir de la souveraineté sur beaucoup d'aspects, tant au niveau ressources humaines, ressources financières, ressources sécuritaires. Et le Fonds national de lutte contre le sida doit pouvoir très rapidement se mettre en place, même être actif dans la mesure où tous les éléments ont été réunis, les mécanismes de financement ont été identifiés, le gouvernement a été informé de cela. Donc le secrétariat exécutif a vraiment travaillé sur ce processus. Et il s'agit tout simplement qu'on aille à sa mise en place de façon officielle. Et comme Dantouma l'a dit, si nous avons un engagement politique fort et que le leadership politique suit, il n'y a pas de raison que la population ne suive pas. Et comme j'ai eu à l'annoncer tantôt, pour ce qui s'agit du niveau structurel, je crois que les leaders, en tout cas pour ce qui concerne les tenants de l'économie, à savoir le secteur privé, ils sont prêts à s'engager dans les lignes de financement de ce fonds. Abdoul Maïga, un fonds national bientôt en place, c'est une bonne nouvelle, non? Monsieur Maïga, alors, nous allons donc à Sikasso. Le docteur Younoussa Sidibé qui est donc en ligne. Monsieur le directeur exécutif de l'association Kénédougou Solidarité, ce fonds national annoncé, ça vous dit quoi? Ce fonds national, c'est une très bonne chose. Nous l'attendons vivement, vraiment, sa mise en opération. Comme le disait tantôt docteur Tunkara, nous pensons que le financement, si c'est vraiment l'extérieur qui assure l'essentiel du financement, c'est assez difficile pour le pays de pouvoir mettre en place sa propre politique par rapport à l'accès universel. Donc vraiment, c'est un élément important. Jusqu'à nous examinons la situation même de la prévention de la transition mère-enfant aujourd'hui. Quand nous prenons notre région de Sikasso, on a 62 sites. Peut-être on pourra dire que c'est un nombre élevé, mais nous savons que ça ne couvre pas vraiment tous les centres de santé. Or, normalement, tous les centres de santé devraient vraiment fournir ce paquet minimum d'activité. Les structures ont besoin vraiment d'un appui, aussi bien en intrant qu'en formation. Donc, tout cela, si on a un fonds, pour nous-mêmes, ça va vraiment aider l'État à prendre en compte les urgences qui se posent et à pouvoir vraiment les solutionner. Et faire en sorte que les Maliens puissent réellement lutter efficacement et vraiment, comme le disait aussi, prévenir la transmission du VIH auprès des 16 millions de Maliens qui restent, restent en bonne santé. Donc vraiment, c'est un bon fonds que nous attendons. Nous sommes impatients par rapport vraiment à son opération. Abdoul Maïga, qui est donc à Tombouctou. Monsieur Maïga, le Fonds national, vous l'avez entendu, c'est pour bientôt. Alors, je crois que c'est une nouvelle dont vous pouvez vous réjouir. Hein? Monsieur Maïga? Allô? Alors, je disais que le Fonds national il sera bientôt disponible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais le Fonds national sera disponible bientôt, mais quand même, nous sommes inquiets jusqu'à présent parce que ce Fonds national, là, vraiment, il donne vraiment à des ONG qui vont rester à Bamako là-bas et faisant semblant de travailler sur le terrain ici alors que rien ne se fait, vraiment, ça ne marche pas. Par exemple, le Haut Conseil qui n'est pas là, à travers lui, beaucoup de choses que nous attendent, il n'est pas là. Les associations sont actuellement, ils n'ont absolument rien pour lutter contre le VIH. Il faut regarder la discrimination en train d'augmenter de jour en jour à cause de la pauvreté des malades. Il y a les orphelins qui sont là, tout ça là fait partie, qui sont là qui n'ont absolument rien. Et regardez quelqu'un qui est malade. Les arbres, on ne peut pas les avaler en juin. Quand tu as avalé les arbres sans pouvoir manger quelque chose, il faut regarder ce que ça fait. On a vu des cas de... Voilà. Donc, Abdoul Maïga, vous êtes compris, juste pour une minute, le docteur Dantouma Koïta, le mot de la fin. Nous vous remercions pour cette opportunité. Je lance un appel à toute la population. La lutte contre le sida, c'est la lutte de chaque Malien. Nous devons tous nous engager personnellement d'abord, que chacun sensibilise à son niveau pour que le Mali gagne. Et donc, nous allons lancer demain les activités du mois à travers des semaines thématiques, à travers les parrains qui seront là pour chaque semaine. Et nous avons différents thèmes.
Et nous avons bien sûr la PTME dont vous parlez, qui est sous leadership de la Première Dame. Et nous avons l'accès aux soins avec le ministre de la Santé. Voilà. Donc, on vous remercie, le docteur Dantouma Koïta. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.